Les classes, c'est-à-dire la formation initiale, allaient durer 2 mois, durant lesquels aucune sortie ne serait autorisée. Il fallait apprendre les rudiments de la vie militaire. J'allais attendre longtemps avant de recevoir des nouvelles de Michel. Nous étions en septembre. Les cours en faculté ne commençaient pas avant la mi-octobre. Michel ne connaîtrait sa nouvelle adresse qu'à cette date. Nous étions dans l'impossibilité de nous écrire et cet éloignement me pesait déjà. Ces 2 mois furent éprouvants. En arrivant à la caserne, je pesais 68 kilos pour une taille de 1,77 m. Autant dire que je n'étais pas très gras. À la fin de cette période de formation, je ne pesais plus que 64 kilos. J'étais devenu très maigre. Nous enchaînions chaque jour les exercices, parcours du combattant, apprentissage du tir au fusil, marche au pas cadencé, course à pied. Parmi tous ces exercices, celui qui me plaisait le plus était celui de la course à pied. Lorsque j'étais au cours complémentaire de Matha, en 4e, M. Rivet, mon professeur de français, qui assurait également les séances d'éducation physique, avait repéré mes aptitudes dans cette discipline. J'avais réussi des temps prometteurs en demi-fond, sur une distance de 600 mètres, distance courue dans notre tranche d'âge. Il avait aussi remarqué que j'avais une bonne pointe de vitesse à l'arrivée des courses. Il avait conseillé à mon père: « Vous devriez inscrire votre fils dans un club d'athlétisme. Il a les dispositions pour la course à pied. » Mais cela ne s'était jamais fait. Le club le plus proche se trouvait à Cognac et mes parents n'avaient pas donné suite à cette observation. L'ambiance dans la section EOR n'était pas très bonne. Nous étions 30 et nous avions appris par le lieutenant qui avait en charge notre instruction que 2 places seulement étaient à pourvoir en fin de formation après le premier peloton qui devait suivre la formation initiale. Les 2 retenus seraient affectés à l'école des officiers de réserve, les autres seraient directement dirigés vers l'Algérie ou affectés à des tâches militaires en tenant compte de leurs aptitudes. Parmi nous, plusieurs souhaitaient ardemment rejoindre l'école des officiers de réserve. Cela plombait l'ambiance, car tous les coups semblaient permis pour évincer les concurrents. Je me souviens que parmi nous, l'un de nos camarades était particulièrement désagréable et prétentieux. Je n'étais pas particulièrement doué au tir. Un jour, ce garçon était à mes côtés au stand de tir pour réaliser des cartons d'entraînement. Je pris un malin plaisir à tirer volontairement 2 fois dans sa propre cible. Nous avions 5 tirs successifs à effectuer, puis nous allions vérifier les résultats avant d'accomplir une nouvelle séance de 5 tirs. Cette fois-là, il était furieux. Il y avait 6 impacts dans sa cible. Dans un tel cas, on annulait le meilleur des tirs, celui qui était parvenu à atteindre le centre. On ne comptabilisait que les 5 autres. Pour ma part, je n'avais que 3 impacts dans la mienne. J'avais même réussi à manquer sa cible au cours de l'une de mes 2 tentatives. Bien que nous n'ayons pas droit aux permissions, certains de mes camarades ne se gênaient pas pour faire le mur. À l'extérieur de la caserne, il était toujours possible de tomber sur une patrouille qui vous contrôle. Il était indispensable d'avoir sur soi une permission de sortie. Il en existait de 2 sortes: les permissions de nuit, sur un formulaire de format A5, et les permissions qui permettaient d'utiliser les chemins de fer avec un tarif quart de place. Quelques-uns parmi mes camarades s'étaient procuré des formulaires ayant déjà servi et des formulaires vierges. Là, j'appris comment les réutiliser. Il existait un moyen efficace pour effacer l'encre sans toutefois risquer de délaver le tampon apposé à côté de la signature de l'autorité ayant délivré l'autorisation. Parmi nous, nous avions un chimiste qui nous expliqua qu'un mélange à 50-50 d'acétone et d'alcool à 90 degrés permettait cette opération. J'eus l'occasion de tenter l'expérience au cours de ma première sortie à Matha. J'envoyai mon père se procurer les ingrédients nécessaires à la pharmacie et je réalisai ma première tentative qui me servira, par la suite, le jour où j'irai rejoindre Michel à Poitiers pour une courte escapade. Restait le formulaire vierge sans le tampon du régiment.
Nous avions parmi nous un garçon dont le métier était la gravure. Dans l'impossibilité d'avoir accès au timbre du régiment, il se mit en demeure d'en fabriquer un. Il utilisa une pomme de terre qu'il tailla à la forme voulue. En s'inspirant de l'image de ce sceau sur une permission déjà tamponnée, il réussit à le graver en creux. Sa réalisation lui permit, grâce à une encre à tampon, d'obtenir une empreinte suffisamment ressemblante pour qu'elle puisse faire illusion au cours d'un contrôle rapide. La fin de notre formation initiale approchait. Entre-temps, une nouvelle fois, j'avais eu une angine. J'étais allé une quinzaine de jours à l'infirmerie. Il nous restait qu'une dernière épreuve à subir avant d'obtenir une première permission de sortie. C'était un parcours chronométré qui nous permettait de mettre en pratique tout ce que nous avions appris en matière de manœuvres militaires sur le terrain. Ce classement, je le savais, serait essentiel pour l'attribution des 2 places réservées aux appelés de la section des EOR qui concouraient pour rejoindre l'école des officiers de réserve. Je n'étais pas intéressé. Je ne souhaitais pas faire carrière dans l'armée et je ne souhaitais pas non plus prendre la responsabilité d'une section en Algérie lors d'un crapahut dans le bled. 3 autres de mes camarades, Michel Juillet, Claude Moussillac et René Chalard, étaient dans le même état d'esprit. Nous décidâmes de faire le parcours au petit trot, sans nous défoncer, comme allaient le faire nos autres camarades de la section. Nous savions qu'il était indispensable pour eux de se classer parmi les tout premiers des 120 appelés de cette classe, la 62A. À vrai dire, nous avions fait fort. Nous allions finir aux 4 dernières places. Pour mon compte, j'avais été classé 119e. Cet exploit ne fut pas apprécié par le colonel commandant le régiment. Nous apprîmes quelques jours plus tard que nous serions directement envoyés en Algérie en janvier, après la fin du premier peloton, qui devait se dérouler de novembre à décembre au camp de Souges, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bordeaux, dans la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Une cérémonie fut organisée à la suite de cette fin des classes. C'était la journée portes ouvertes à l'intention des familles. Au cours de cette manifestation, nous avons défilé en tenue de sortie devant le public des parents ou amis invités pour l'occasion. À la suite de cette démonstration, une permission de 48 heures nous fut accordée et je pus enfin revenir aux rivières. Une lettre m'y attendait. Michel était entrée à la faculté de Poitiers et elle me donnait l'adresse de la famille où elle avait pu se loger. J'allais pouvoir enfin reprendre contact avec elle. Au retour à la caserne, nous fûmes priés de préparer notre pactage. Une marche de 25 kilomètres nous attendait, sac au dos et armes à la bretelle. Le reste du pactage, entassé dans un grand sac, nous précédait dans les camions GMC. Nous prîmes la direction du camp de Souges. À l'arrivée, nous découvrîmes de grands baraquements en bois très inconfortables. 2 rangées de lits superposés étaient installées sur toute la longueur du bâtiment. Au bout des baraques se trouvaient des toilettes à la turque. Nous nous aperçûmes rapidement que ces lieux d'aisance avaient été colonisés par d'énormes rats d'égout qui sortaient des trous, même lorsque nous étions accroupis dans des positions incommodes pour faire nos besoins. Nous essayions de les pourchasser à l'aide de balais, mais ces bestioles nous faisaient face de façon agressive. Cela n'avait pas l'air de beaucoup les intimider. La nuit, ils montaient sur les lits où nous dormions. Ils s'attaquaient aux vêtements. Une nuit, l'un d'entre nous fut même mordu à une oreille. Les exercices militaires continuèrent durant tout le mois de novembre. En décembre, ce que l'armée appelait une nomadisation fut organisée. Elle devait durer 1 semaine et nous conduire du camp de Souges jusqu'à l'océan à travers la forêt. Elle consistait à opérer des manœuvres militaires durant 7 jours sans interruption. La nuit, nous étions censés dormir sous des tentes de toile. À cette fin, chacun d'entre nous avait reçu une moitié de tente canadienne qu'il fallait assembler avec le concours d'un autre participant. Malheureusement, j'avais hérité d'une moitié de tente où il manquait plusieurs œillets qui avaient dû être arrachés lors d'une précédente sortie. L'hiver approchait. Il faisait froid. Le soir, nous dûmes préparer nos couchages.
Cela consistait à ramasser des feuilles de fougères sèches que l'on trouvait à profusion dans la forêt, où nous devions passer la nuit. Nous dormions sur ces tas de feuilles. Notre tente fermait mal. C'était la conséquence des œillets manquants aux 2 parties que nous devions assembler. Le matin, au réveil, il gelait. Nous avions très mal dormi. La veille, la marche avait été harassante. Pour tout arranger, j'avais hérité d'une ampoule à l'un de mes orteils. Durant la nuit, mon pied était devenu douloureux et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir tenir la semaine dans ces conditions. Je n'avais pas vraiment l'intention de continuer. Avant le départ de la 2e journée, je décidai d'aller voir le service médical qui se tenait à la disposition des blessés ou des malades. Je me déchaussai et, à l'aide de mon autre pied muni de mon godillot de marche, j'aggravai la blessure que j'avais au pied. Le médecin qui me reçut, au vu de la blessure, conclut que je n'étais pas en état de continuer. Il me fit rapatrier au camp, et je passai le reste de la semaine, seul ou presque, dans notre grand baraquement. Nous devions bénéficier de 48 heures de permission à la fin de ces manœuvres. J'avais écrit à Michel que j'irais jusqu'à Poitiers pour lui rendre visite. Je lui demandai qu'elle me précise où je devrais la retrouver. Je reçus sa réponse à temps, et je me préparais à la revoir. J'avais hâte de la rencontrer. Au retour de la nomadisation, les permissions furent établies aux dates qui avaient été annoncées. Seulement j'eus la déception de m'apercevoir que seuls les participants à la totalité de la semaine de manœuvre bénéficiaient de ces autorisations de sortie. Nous étions quelques-uns à en être privés. Justement, parmi mes camarades de chambrée, l'un d'eux était dans la même situation que moi. Il habitait Poitiers. Nous décidâmes de partir quand même, mais en fausse permission. C'est là que le document que j'avais préparé aux Rivières, 1 mois auparavant, lors de ma première sortie, allait me servir. Je le remplis consciencieusement. Accompagné de mon camarade, qui s'était également procuré un faux document, nous décidâmes de sortir du camp discrètement, sans passer par la barrière du camp, et de partir en stop en direction de Poitiers. Le stop en 1960 était régulièrement utilisé par les militaires et il rencontrait, généralement, un bon accueil auprès des automobilistes. Mon père s'arrêtait systématiquement lorsqu'il en rencontrait sur la route. Ici, ce qui compliquait un peu notre progression, c'est que nous étions 2. Cela limitait les possibilités. Il fallait que le véhicule qui nous dépassait ait 2 places de libre pour que le conducteur puisse nous proposer de nous rapprocher de notre lieu de destination. Nous étions partis du camp de Souches dans la matinée. Le lendemain, à 3 heures du matin, nous étions encore vers Barbezieux, sur la nationale 10. Nous désespérions d'atteindre Poitiers avant le matin. Enfin, un de ces gros camions de transport de marchandises, un semi-remorque, nous aperçut sur le bas-côté de la route, en train de faire signe du pouce pour attirer son attention. Il s'arrêta, nous demanda où nous allions, et il accepta de nous prendre à son bord dans la cabine. Nous étions enfin assurés de rejoindre Poitiers. Nous arrivâmes très tôt ce matin-là à la demeure de mon compagnon de voyage. Il devait repartir à l'aide du véhicule qu'il possédait. Il accepta que je reparte avec lui. Nous fixâmes l'heure du retour et le lieu de rendez-vous. Je devais revoir Michel dans le courant de l'après-midi. Cela me laissait une petite heure pour la rencontrer. C'était peu, mais j'étais tellement heureux de pouvoir à nouveau la serrer dans mes bras que je n'insistais pas pour que nous repartions plus tard. J'étais déjà satisfait d'avoir pu faire cette escapade. Il fallait également pouvoir rentrer dans les délais et ne pas risquer de nous mettre plus en difficulté. Nous n'avions pas de permission officielle. Nous espérions pouvoir rentrer sans nous faire remarquer. Ma rencontre avec Michel fut brève. Je la retrouvai à l'endroit qu'elle m'avait indiqué. Je ne pouvais pas l'accompagner jusqu'à sa chambre. Elle était hébergée chez l'habitant et elle n'avait pas le droit de recevoir. De mon côté, ma nuit passée sur la route faisait que je n'étais pas très présentable. Mon habit militaire était froissé et s'était sali durant notre périple. Je n'étais pas rasé. Nous nous sommes contentés de nous promener jusqu'au moment des adieux. C'est là que je pus constater l'attraction qu'elle exerçait sur les chiens, même sur les chiens tenus en laisse par leurs propriétaires. C'était assez hallucinant de constater ce pouvoir qu'elle avait sur les animaux. Le moment venu, je la quittai,
non sans lui avoir proposé que nous nous revoyions avant mon départ pour l'Algérie. Nous convînmes du lieu où j'irais la chercher à Jarnac. Je devais lui confirmer le jour dès que je saurais à quel moment j'aurais ma date de permission avant mon départ. Elle serait en vacances, puisque cela devait se passer durant les derniers jours de décembre. Le retour se passa sans incident. On ne nous demanda rien à la barrière du camp. Nous rentrions en auto. Cela nous rendait plus crédibles. Au baraquement, personne ne s'était inquiété de notre absence. À vrai dire, il n'y avait pas eu de contrôle. C'était à croire que l'armée fermait les yeux sur ces départs de fin de peloton. Il n'y avait plus guère à Souges que quelques militaires aux cuisines pour servir les rares présents. Il semblait que cela arrangeait tout le monde, qu'il n'y ait plus personne au camp. Notre séjour à Souges s'achevait. Nous fûmes à nouveau dirigés vers le quartier Nansouty. Il ne restait plus que quelques jours avant que le contingent 62A se sépare. Nous avons appris que nous serions 4 seulement de la section à partir directement en Algérie. Par chance, nous allions être affectés au 2 403e régiment d'artillerie anti-aérienne basé à El Aricha sur la frontière marocaine. Ce n'était pas un régiment dont le rôle était de faire crapahuter ses soldats dans le bled à la poursuite des félagas. Son rôle essentiel était de surveiller le réseau électrifié qui avait été établi le long de la frontière et qui s'étendait depuis la mer Méditerranée jusqu'à Colombéchar au Sahara. Un poste de surveillance était installé tous les 50 kilomètres environ. C'est là que nous allions être affectés. Finalement, nous étions heureux. Nous évitions d'aller dans les zones de combat. Notre manque de motivation lors de notre participation à l'épreuve de fin de formation en octobre ne nous portait que partiellement préjudice. Nous partions pour l'Algérie plus précocement que d'autres, mais on ne nous avait pas sanctionnés par une destination telle que nous aurions pu la redouter. Finalement, nous y gagnions au change. Nous avions enfin en poche notre permission avant notre départ en Algérie. Je retournai aux rivières. J'allais enfin revoir Michel une dernière fois avant mon départ. Je n'avais plus ma dauphine. Mon père m'avait encouragé à m'en séparer. Nous l'avions vendue à Jacqueline, la fille de Paul Hénard, le copain de mon père qui était directeur de la laiterie de Matin. Paul et mon père se connaissaient depuis leur jeunesse et ils passaient de longues heures chaque jour au téléphone, et ce n'était pas seulement pour parler métier. Ils étaient inséparables. On les comparait souvent à 2 frères. Ils se téléphonaient pour tout et pour rien. Ils ne prenaient jamais une décision sans en parler à l'autre. Ils ne fixaient jamais le prix du beurre aux clients ou le prix du litre de lait versé aux agriculteurs sans se concerter. Je demandai à mon père la permission de lui emprunter sa 11 chevaux Citroën pour aller rejoindre Michel. Elle m'attendait à Jarnac. Malheureusement, le jour que nous avions prévu de nous revoir, il pleuvait. Cela ne nous facilitait pas la rencontre. Michel me prévint qu'il lui faudrait impérativement revenir à une heure bien précise, car nous n'étions pas dans les conditions habituelles telles que nous les rencontrions en été. Il lui avait été difficile de prétexter une longue absence, d'autant plus que la météo ne nous était pas favorable. Contrairement à Angoulême, où je savais pouvoir me stationner, ici je n'avais aucun point de chute où j'aurais pu m'arrêter avec la voiture. Nous partîmes donc un peu à l'aventure dans la campagne, en espérant trouver un coin idéal pour nous arrêter. Comme nous ne trouvions pas cet endroit, je voulus faire demi-tour. Je ne souhaitais pas m'aventurer plus avant sur une route que je ne connaissais pas. C'était une petite route étroite, et je cherchais un lieu où j'aurais pu faire demi-tour. À l'entrée d'un village, dans un virage, il y avait une sorte de terre-plein enherbé. Je jugeai que la place était suffisante pour y effectuer un demi-tour. La Citroën n'était pas un modèle de maniabilité, aussi je m'engageai suffisamment sur le terre-plein pour réussir la manœuvre. Seulement, lorsque je voulus braquer pour reculer, la voiture se mit à patiner. Le sol était devenu trop meuble à cause de la pluie qui était tombée depuis quelques jours. Nous étions embourbés et je n'arrivais pas à me sortir de cette situation. Je commençais à m'inquiéter. L'heure passait et je voyais le moment où je ne pourrais pas ramener Michel à l'heure prévue à Jarnac. Qu'allait-il se passer s'il ne pouvait pas rentrer à temps? Déjà que sa sortie, ce jour-là, par un temps de pluie, avait suscité un début de soupçon de la part de son père. Michel, elle, restait imperturbablement calme. Heureusement,
Au bout d'un moment, j'aperçus un paysan qui sortait de sa ferme toute proche. Je m'approchai et je lui expliquai qu'en voulant manœuvrer, je m'étais embourbé. Je lui demandai s'il pouvait m'aider. Il accepta. Il alla chercher son tracteur et nous pûmes enfin reprendre notre route après l'avoir chaleureusement remercié de son aide. L'heure avait tourné. Il était temps de rejoindre Jarnac. Je dis au revoir à Michel. Je lui dis que je lui enverrais ma nouvelle adresse d'Algérie dès que je pourrais, et nous nous séparâmes. Cette dernière rencontre me laissait un goût amer. Nous n'avions pas eu le temps de vraiment profiter de ces derniers instants. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était la dernière fois que j'allais la revoir.